Communément en informatique, le run fait référence au récurrent, ce qui permet à une DSI de fonctionner, et le build au projet, ce qui permet d'améliorer la valeur du patrimoine de l'entreprise. Dans une logique SIGREF, le run, souvent résumé à la notion de maintien en conditions opérationnelles, regroupe donc tous les coûts d'exploitation, de licence, d'infrastructure, mais également les coûts liés au cloud, au support et à l'hébergement. Le build, quant à lui, se compose de deux grands blocs d'activités. D'un côté, les activités projets, que ceux-ci soient réalisés en cycle en V, pré-études, études, dev, test, recettes, mise en prod, pilotage de projet, gestion des changements, etc. Ou selon des méthodes agiles, initialisation, gestion du backlog, sprint évolutif, etc. Et de l'autre côté, les activités transverses au build, comme le pilotage du portefeuille de projet, ou encore les études et conseils qui sont réalisés en dehors du portefeuille de projet. Une fois que l'on a dit cela, on devrait aisément pouvoir calculer un ratio run build et en tirer diverses conclusions et analyses. Sauf que ce n'est pas si simple, et ceci pour quatre raisons principalement. La première raison, les activités transverses. En effet, il existe également des activités qui ne sont ni run, ni build. Citons par exemple les activités de gestion administrative de la DSI, typiquement le contrôle de gestion RH, les achats, le juridique, ou encore des activités relatives à la gouvernance du SI, au management d'équipe, à la qualité, à la méthode, à l'architecture, etc. Certaines sociétés proposent du benchmark en considérant ces activités comme du run. D'autres sociétés, comme la nôtre, ne calculent pas le ratio run-build au niveau des activités, mais attendent que celles-ci soient réparties sur les services délivrés par la DSI dans une logique ABC. Il faut juste le savoir, mais le choix qui aura été pris a nécessairement un impact sur le ratio run-build. La deuxième raison est relative au classement des services. En effet, les activités, donc les tâches opérationnelles des équipes, permettent de fournir des services au métier. Et là, il n'y a pas de débat. Un service est soit run, typiquement des services de type bureautique, les services applicatifs, les services dits techniques, SI de la DSI, plateforme de développement, de tests, de recettes, de formation, de validation, les plateformes de PRA, etc. Soit le service est build, et là, on parle de l'ensemble du portefeuille de projets, que les projets soient métiers ou techniques. Mais à nouveau, ce n'est pas si simple. Prenons par exemple le service plateforme de développement test recette. Il s'agit bien d'un service run. La plateforme en question est en production et elle nécessite tout un tas d'activités run pour fonctionner. Les serveurs, les licences, les jours hommes, l'exploitation, etc. Tout ça, ce sont des activités run. Sauf qu'une plateforme de dev, test, recette est utile à la fois pour les services run, typiquement pour corriger les bugs applicatifs, mais elle est également et probablement surtout pour les projets, pour faire les devs et les tests. Nous sommes donc là face à un service run, mais qui sert à la fois au run et au build. Du coup, ce service n'est-il finalement que run? Dans une logique SIGREF, oui, nous le considérons comme run uniquement. Mais à nouveau, c'est essentiellement par convention. La troisième raison concerne la vision financière dans laquelle on se place. De notre point de vue, le calcul du ratio run-build a principalement du sens dans une vision PNL ou compte de résultat en français, car elle donne une vue lissée des coûts dans le temps. Nous parlons même d'une vision PNL dite retraitée, dans laquelle nous neutralisons l'impact de la production immobilisée, ce qui revient dans cette vision à considérer que l'on n'immobilise pas les jours de projet. En effet, calculer ce ratio en vision cash-out rendrait difficile les comparaisons d'une année sur l'autre. Imaginons par exemple que nous calculions ce ratio en 2022 pour une entreprise et que c'est l'année pendant laquelle l'entreprise en question a renouvelé l'intégralité de ses serveurs. Le build sera alors très prépondérant en 2022 et probablement très très faible en 2023. Enfin, la dernière limite que nous voyons à ce ratio est relative à l'utilisation qui en est faite et principalement aux conclusions qui en sont très souvent trop rapidement tirées à notre sens. L'année dernière, dans le cadre d'une mission de conseil, un DSI nous expliquait qu'il était fortement challengé par la direction générale car le ratio run-build était très en faveur du run. La direction générale concluant à des dysfonctionnements structurels au sein de la DSI. Notre benchmark sur les coûts unitaires des activités, les TJM, le poids des infrastructures au sein du run, etc., a prouvé du contraire. Les coûts run étaient en fait très compétitifs. En revanche, le budget global alloué par la direction générale à cette DSI était tellement faible qu'une fois le run payé, entre guillemets, c'est-à-dire les amortissements sont dus, il faut les payer, les maintenances logicielles pareil, il ne restait plus aucun fonds disponible pour faire des projets. Mathématiquement donc, si on peut dire ainsi, le ratio était structurellement en faveur du run. Au travers de ces quatre exemples, nous voyons donc
toutes les limites qui peuvent peser sur le ratio run-build, mais surtout tous les impacts que ces limites peuvent avoir sur le calcul du ratio en question. Malgré tout, le ratio run-build est un bon indicateur à suivre dans le temps. Il convient juste de s'accorder sur les modalités de calcul d'une part et de les garder dans la durée pour les comparaisons d'une année sur l'autre d'autre part. Dans le même esprit, si l'on souhaite en plus se comparer avec d'autres acteurs DSI, il conviendra alors de s'appuyer sur une méthodologie standard, et c'est typiquement ce que nous proposons dans notre groupe de benchmark, en nous appuyant depuis près de 15 ans maintenant sur les versions itératives du référentiel proposé par le CIGREF.